Bonsoir tout le monde et merci pour votre participation à ce deuxième webinaire sponsorisé par ces femmes. Je vous rappelle que c'est un webinaire je vous rappelle que c'est un webinaire éducationnel. Jean-Louis Pépin, le professeur Pépin va commencer dans une première partie pour vous parler du télésuivi et interprétation des données de PPC. Et il va vous présenter des données de la littérature ainsi que des cas cliniques spécifiques. Et après, je vais enchaîner dans une deuxième partie pour parler de l'importance de l'utilisation du logiciel de la machine et du logiciel des fabricants, que ce soit CFAM Connect ou CFAM Analyse, pour aller un peu plus loin dans les analyses des données. Je passe la main à Jean-Louis Pépin. Pendant que Jean-Louis partage ses diapos, vous avez à droite en bas la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire et on abordera ces questions à la fin des deux présentations. Alors, bonsoir à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Alors, on parle ce soir d'un sujet qui est très important pour la gestion clinique des patients traités pour un certain nombre d'apnées du sommeil par pression positive continue. Comme vous l'a dit Kébir, on va avoir un petit rappel du contexte, certains éléments concernant la qualité des données, puis des cas cliniques et des exemples d'applications en pratique clinique. Alors d'abord, on se trouve en France dans un système qui est assez particulier, puisqu'il y a un télémonitoring de la pression positive continue qui est déployé au niveau national chez 97% des patients traités, donc actuellement un peu moins de 2 millions de patients. Ça, c'est unique au monde sur toute la durée de suivi des patients. Dans beaucoup de ces pays, ça s'arrête au bout de quelques mois. Il y a un partage de ces informations avec les prestataires de soins à domicile qui peuvent aussi collecter des données de leur côté, on en reparlera. Et il y a des données individuelles qui, à mon avis, doivent être regardées à chacune de vos consultations parce que ça réorganise complètement le soin des patients. Alors, quand on gère les patients, on a tout un contexte, c'est en anglais, mais peu importe, de stratification du risque de ces patients. On devrait faire un suivi personnalisé et ajuster le suivi et le traitement des patients à leur profil, à leurs conditions socio-économiques, à leur acceptation du traitement, et l'utilisation des données pour faire ça correctement est très importante. Alors, il faut d'abord parler du circuit des données. Donc, les données, elles partent des données machines. Donc, il y a plusieurs constructeurs qui vont transmettre des données. Ils les transmettent aux prestataires de soins à domicile en France. Et ensuite, comme médecin, vous avez accès à ces données. Il est important de comprendre qu'entre les données originales et originelles du fabricant et le remoulinage ou la cuisine, ou vous l'appelez comme vous voulez, qui est fait par les prestataires de soins à domicile, il peut y avoir une différence d'information et parfois une perte d'information. Donc, on dispose de quel type de données chaque nuit? Donc là, vous avez un aspect longitudinal chaque nuit. On a des données d'observance de la PPC. Vous voyez que ce n'est pas pareil toutes les nuits, contrairement aux valeurs moyennes. Un des messages essentiels de ce webinaire, c'est arrêter de travailler uniquement avec des valeurs moyennes. Vous perdez beaucoup d'informations intéressantes. Pareil pour l'index résiduel apnée-hypopnée et les fuites. Vous voyez, si vous... Jean-Louis, je ne vois pas tes diapos. Est-ce que vous voyez tous les diapos? Désolé. Est-ce que vous voyez les diapos là que Non. Je change. Ah, alors attends, je vais reprendre le partage alors. Désolé. Est-ce que là vous voyez les diapos?
Oui, là c'est mieux. Voilà, excusez-moi. Donc, je reviens rapidement sur l'organisation générale des données. Voilà. Et donc, ce que je disais ici, là, c'est bon, on voit mes diapos, je pense maintenant, c'est qu'entre les données fournies par les fabricants de PPC et les données fournies par les plateformes prestataires, il y a parfois une distorsion de ces données. C'est important de le savoir et de le prendre en compte et de savoir revenir aux données du constructeur PPC. Les données dont on dispose, et donc le message là, c'est de ne pas s'occuper uniquement des valeurs moyennes, c'est-à-dire 4 heures par nuit ou un IH à 5. Vous voyez qu'il y a une grande variabilité d'une nuit à l'autre. Ici, vous avez l'ensemble des nuits sur plusieurs mois. Vous voyez par exemple que pour les fuites, il y a des nuits où il n'y a pas de fuite du tout, puis il y a des périodes où il y a beaucoup plus de fuites. Donc si on veut faire un suivi intelligent, il faut vraiment à chaque consultation, moi je fais ça dans mes consultations de suivi, voir sur les plateformes ou des médecins ou des fabricants les données individuelles des patients. Il y a des choses importantes. Vous voyez ici, quand les fuites progressent de manière très importante dans cette période, l'IH résiduel devient faux. Les machines ne sont plus capables de détecter correctement les IH résiduels. Donc, première notion, l'IH résiduel s'interprète en fonction du niveau de fuite. Vous voyez qu'ici, les fuites très importantes, elles sont liées à une baisse d'observance du traitement. Donc, ça vous donne un renseignement tout de suite très intéressant. Autre élément très important, on y reviendra, tous les fabricants de PPC ne donnent pas le même type de renseignement. Et donc, vous voyez ce patient, il a un index résiduel à 2 avec un fabricant de machine X, parce que cette machine, elle ne recueille pas les hypopnées centrales et elle ne détecte pas, elle ne rend pas de résultat non plus sur la limitation de débit. Là, le patient change de type de PPC et son index d'événements résiduels augmente. Donc, on interprète l'index d'événements résiduels en fonction de la machine dont on parle, et Kébir reviendra sur ce point qui est un point très important. Alors, ça nous permet de voir plein de choses. Premièrement, le type d'impact du type de masque. Il faut savoir, et ce n'est pas très connu, que de manière assez inattendue, le masque nasal stabilise mieux les voies aériennes supérieures, vous voyez, derrière la base de langue et derrière le voile du palais, que le masque facial où on a une grosse déperdition de pression. Et en fait, très souvent, on a des augmentations d'index résiduel au moment du changement de masque. Vous voyez ce cas clinique, ce patient, il va très bien, il a un index résiduel qui est à moins de 5 toutes les nuits ici, il a un masque en embout narinaire, puis ici le technicien passe et il essaye de faire très bien son travail, le technicien de PSAD, il trouve qu'il y a trop de fuites, il passe à un masque facial. Déjà, il y a autant de fuites avec le masque facial qu'avec le masque en embout narinaire. Le masque facial n'est pas forcément une bonne réponse aux fuites. Et immédiatement, vous voyez que l'index d'événements résiduels, il augmente beaucoup. Et il devient même très important certaines nuits, supérieur à 15 ou pratiquement à 20. Et moi, je le vois en consultation ici. Et quand j'ouvre ma plateforme, je demande à ce qu'on repasse à un masque en embout narinaire. Si je regarde juste la moyenne de l'index d'événements résiduels, je ne vais pas voir ça du tout. Je ne vais pas pouvoir demander le changement de masque. Il y a des résumés d'études, des méta-analyses qui montrent très bien que quand on surutilise le masque facial, on a besoin d'augmenter la pression de la machine et on a un index d'événements résiduels qui est plus élevé. Donc attention avec le masque facial, ça coûte plus cher, ça traite moins bien les patients le plus souvent. Et donc, l'autre chose, c'est toujours la même. Vous voyez ici, on a nuit après nuit l'index d'événements résiduels. Vous voyez, ce patient, il a un masque à embout narinaire, il est très bas. Hein. On peut avoir des outils de visualisation sur certaines plateformes de prestataires ou de fabricants. Il passe au masque facial ici. Vous voyez qu'il monte jusqu'à des index de 20, 25. Ce n'est pas la peine de lui refaire une polysomnographie ou de faire des choses compliquées. Il suffit de revenir à son masque en embout narinaire
et immédiatement, on retrouve un index d'événements résiduels qui est bas. Donc, vous voyez que là, la plateforme de télésuivi, elle est très intéressante pour la gestion très pratico-pratique de vos patients. Donc, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on change à peu près 2 fois de masque par an. On va avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont regarder comment se déplace le patient. Donc là, vous voyez, le patient, il est très près avec des index d'événements résiduels bas. Il a d'autres patients qui sont dans la même situation pour contrôler les effets de la pollution, par exemple de la chaleur, de tout ce que vous voudrez. Et puis, à un moment donné, vous voyez qu'il sort de la prédiction. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu un changement de masque et il y a une alerte qui est déclenchée. Donc, dans l'avenir, on va développer des applications téléphoniques qui seront partagées entre les patients, les prestataires de soins à domicile, les fabricants et les médecins. Ou par exemple, ici, on vous dira, alerte, il y a un changement de masque. On est passé d'un masque nasal à un masque facial. L'index d'événements résiduels a augmenté de 8 par heure, ce qui est très important. L'observance a diminué de 35 minutes, donc ça a un impact sur l'index résiduel et sur l'observance, et les fuites n'ont pas bougé, donc votre masque facial, il ne vous sert à rien du tout, juste à faire que le patient est moins bien traité. C'est aussi le télésuivi un très bon outil pour discuter avec les patients. Vous voyez, dans cette étude, sur 800 000 patients, on voit que le pourcentage de patients qui ne font pas leur PPC est plus important le week-end, le vendredi soir et le samedi soir. Vous voyez, ce patient, il disait, moi, je saute une nuit par semaine, je fais un break d'une nuit par semaine avec ma PPC. Donc, si vous regardez la valeur moyenne, bien sûr, il a une très bonne observance. Tout le monde a l'air d'être content, mais vous, quand vous voyez ça, vous pouvez dire au patient, est-ce que c'est une très bonne idée de sauter une nuit? Ce n'est pas dramatique. Vous avez la capacité de discuter avec lui. Un autre exemple, ça c'est un de nos collègues médecins que je suis, qui est traité par PPC. Vous voyez, quand on regarde que son observance moyenne, elle est à 7 heures par nuit. Donc ça paraît très bien, vous dites c'est bon, je suis un bon docteur. Si vous regardez son observance, vous voyez qu'il y a beaucoup de nuits qui sont à 6 heures en fait, et puis il y a des nuits qui sont à 8 heures et 10 heures. Vous le voyez ici, il a des pics à 8 heures, 10 heures par nuit. En fait, quand il travaille, il est chirurgien, il a une privation chronique de sommeil, il dort que 6 heures pendant la semaine, et pendant les week-ends, il rattrape sa privation de sommeil, et aussi pendant les vacances. Donc ça vous permet de discuter avec lui de ce que c'est une bonne durée de sommeil, de comment il faut lutter contre la privation chronique de sommeil. C'est comme un agenda de sommeil en fait amélioré et c'est très intéressant. Ça, c'est un autre grossissement. Vous voyez, c'est la même personne. Vous voyez qu'en semaine, il a 6 heures et puis le week-end, il fait des grosses nuits de 8-10 heures. Et donc, ça permet de discuter avec lui. Une autre chose, il y a un des phénotypes les plus importants des apnées du sommeil, c'est l'association entre l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil. Ça concerne 30 à 40% des patients. C'est complètement sous-estimé par les prestataires dans la non-observance à la PPC. Et voilà les effets que vous pouvez voir sur votre plateforme de télésuivi. Vous voyez, là, c'est pareil. Si on vous donne une valeur moyenne d'observance, vous allez être à 5 ou 6 heures. Mais le patient, quand il a ses phases d'insomnie ici et ici, il fait pratiquement plus sa PPC. Donc, si vous voulez vous en occuper correctement, il faut lui proposer une gestion de ces périodes-là. Ça améliorera son observance et surtout, lui, il aura une amélioration de sa qualité de vie. Donc, la valeur moyenne de l'observance, il est à plus de 4 heures, on peut se considérer comme content, mais en fait, on n'a pas traité son commissat. On sait que la thérapie cognitivo-comportementale, qui consolide les périodes de sommeil chez ces patients, elle permet aussi une réduction de l'index apnée-hypopnée. Parce que quand vous dormez très mal, vous avez de l'instabilité de sommeil et vous avez plus d'événements centraux.
Si vous regardez ça sur une plateforme de télémonitoring, ça a été publié par Janssen, mais je vais vous montrer un cas clinique maison. Vous voyez, le patient, quand il n'est pas en phase d'insomnie, il a un index d'événements résiduels qui est très bas. Quand il dort très mal, il peut monter à des nuits qui sont jusqu'à 20-25 événements par heure, et ça aggrave encore son insomnie. C'est vraiment un cercle vicieux. Vous voyez, tout ce qui va perturber aussi le contrôle de la ventilation et le sommeil peut jouer un rôle. Là, vous voyez, cette plateforme de télémonitoring, c'est un autre cas clinique. Le patient, il a toute une période où il a moins de 5 événements par heure la nuit. Puis il a 2 périodes où il explose ses événements résiduels. Là, ce n'est pas la peine de changer de masque. Si vous discutez de ça avec lui en consultation, il va vous expliquer qu'il a eu 2 prothèses de genoux et que chaque fois, après les prothèses de genoux, il a eu plein d'opiacés. Comme vous le savez, les opiacés, ça donne des apnées centrales. Et cette période, ça correspond à sa prise d'opiacés. Donc, il faut vraiment un dialogue permanent entre le patient, le prestataire, et regarder le télésuivi pour comprendre ce qu'il se passe. Parce que là, ce patient, il peut être plus somnolent. En plus, il a des opiacés moins bien contrôlés. Et ce n'est pas une gestion technique qui doit avoir lieu, c'est une gestion médicale. Voilà, les fuites sont également très importantes. Et quand les fuites sont très marquées, on a des index d'événements respiratoires qui sont plus importants. L'autre chose, on va aussi détecter le syndrome d'apnée du sommeil central émergent. Quand on met les patients sous PPC, la plupart du temps, les gens ils vont normaliser leur syndrome d'apnée du sommeil. Mais certains déclenchent un syndrome d'apnée du sommeil central. On a montré ça sur des très grosses populations. Dans cette étude, il y avait 133 000 patients. Il y en a à peu près 3 ou 4% qui déclenchent des apnées centrales, en fait. Et il faut l'identifier dans les 3 premiers mois par le télémonitoring parce que ces patients, ils ont une chance, enfin un risque plus exactement, de mauvaise observance et d'arrêt du traitement qui est beaucoup plus important. Et si vous vous en apercevez très vite, en fait, au bout de 90 jours, ce patient, il monte ses événements résiduels, ce groupe de patients-là, ou il ne corrige pas ses événements centraux. Vous voyez, il baisse progressivement son observance, ici, là. Donc, on voit qu'il va s'arrêter. Il garde des événements résiduels qui sont élevés. Et si vous le basculez sous ventilation auto-asservie, ici, là, eh bien, vous allez à la fois augmenter l'observance, vous voyez, l'observance augmente, et diminuer les événements résiduels. Donc, l'utilisation de la plateforme de télémonitoring vous conduit à une décision de changement de traitement qui est très importante pour les patients. Un autre exemple, vous voyez ce patient, on peut détecter les événements cardiologiques avec le télésuivi et les plateformes de télésuivi. Ça, Arnaud Prigent a beaucoup travaillé là-dessus, on a travaillé ensemble, et ce patient, il va très bien, il a un index d'événements résiduels bas, puis là, il explose ces événements résiduels, il fait plus APPC pendant certaines périodes, il ne la tolère pas, et moi, je le revois en consultation, vous voyez, on a perdu 6 mois en fait, là. Et pourquoi? En fait, il avait un pacemaker de resynchronisation, il a fait une infection sur son pacemaker, on lui a retiré le pacemaker ici, il a dégradé sa fonction cardiaque, il a plein d'événements centraux, il aurait fallu s'en occuper beaucoup plus tôt. Et on a plein d'exemples de ça, c'est un cas clinique qu'on avait publié avec Arnaud Prigent. Vous voyez, le patient, là, il a un index d'événements résiduels qui est bas, il est très observant, et puis la poum, il augmente ses événements résiduels. Il a de la respiration de Cheyne-Stokes. Kébir vous montrera des exemples qu'on peut voir sur les données machines. Et en fait, ici, il a développé une fibrillation auriculaire. Donc, le suivi de la plateforme, on dirait on peut l'examiner, mais on fera un examen encore plus attentif si on a une augmentation d'événements résiduels et en particulier d'événements centraux qui sont très bien montrés, en particulier par la machine Cephal. Ça, c'est un cas clinique de Grenoble. Donc, 72 ans,
hypertendu, myocardiopathie hypertensive. Il est traité sans problème par PPC. Vous voyez, il fait très bien, il est très adhérent. Là, il a sa visite annuelle. Observance parfaite, index d'événements résiduels bas. On lui dit, cher monsieur, on va se revoir dans 1 an. Et la deuxième visite suivante, 1 an plus tard, on voit que pendant toute l'année, sans avoir changé son observant, donc le prestataire s'est pas trop inquiété, il a eu des événements résiduels très élevés, à 20 par heure. Et en fait, ce patient, quand on l'examine, il a une arythmie cardiaque qui s'est développée, il avait un flotteur. Vous voyez, là, il a des événements résiduels beaucoup plus hauts. On lui fait une ablation de flotteur parce qu'on l'a envoyé au cardiologue et il normalise ces événements résiduels. Donc, c'est pas juste de la curiosité, le télésuivi, la plateforme de télésuivi. C'est vraiment un outil pour améliorer la prise en charge des patients, faire de la prise en charge intégrée, interagir avec les collègues cardiologues. Ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous montrer. Avant la visite annuelle, augmentation des événements résiduels, identification du flotteur, traitement par le flotteur. Vous voyez qu'après toute l'année, il est très bas et après on le revoit en visite annuelle. Alors, on a publié là aussi avec Arnaud Prigent que si vous surveillez ça régulièrement, vous voyez, j'ai quand même 555 patients d'Arnaud, quand vous voyez apparaître des événements centraux ou de la respiration périodique, dans 20% des cas, c'est des patients qui ont développé une maladie cardiovasculaire qui n'était pas connue, et c'est donc vraiment leur rendre un service important de l'identifier et de les traiter pour ça. Alors, on associe nous maintenant dans notre soin quotidien, j'ai pratiquement terminé ma présentation, les données de télésuivi avec notre plateforme de données cliniques, notre ICRF, et on collecte tout ça, on regarde tout ça ensemble. Et ce qu'on a montré dans une étude récente, c'est pas juste pour vous montrer une étude qu'on a publiée, mais le groupe qui a des événements résiduels élevés là, par rapport à ceux qui sont très bien contrôlés, il a des spécificités particulières. C'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque, qui ont plus souvent un masque facial, qui sont âgés, qui ont des maladies mentales, de la dépression, donc ils prennent des médicaments, ils prennent des opiacés, ils prennent de l'alcool, ils ont plus de fuites et ils ont aussi pu avoir des antécédents d'AVC ou d'AVC soit transitoire, soit définitif. Donc il y a des profils de patients qui sont plus à risque et qui sont encore plus à surveiller que les autres avec la plateforme de télémonitoring. Voilà. Et donc l'avenir, et après je vais passer la parole à Kébir Sabil, c'est d'utiliser les plateformes de télémonitoring. Vous voyez, ça se fait dans toutes les maladies maintenant. Ça, c'est l'exemple de la dépression. C'est publié dans un très grand journal. Et de combiner avec une application téléphonique pour les patients, un recueil de données. Et on voit des choses qui concernent les symptômes. Et à l'avenir, on va lier les symptômes du patient aux plateformes de télémonitoring pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais laisser la parole à Abdelkébir Sabil qui va faire la deuxième partie de la présentation. Mais vous pouvez d'ores et déjà poster des questions. On sera ravis de la discussion plus tard. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. On regardera toutes les questions. Continuez comme Jean-Louis vous l'a proposé de poser des questions par écrit. On regardera toutes les questions à la fin. Jean-Louis, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter ton micro? Est-ce que je m'écoute? Tous ces exemples présentés par Jean-Louis, tous ces cas cliniques, c'est tracé, en fait, ils sont remontés aux médecins en général, soit par le biais du logiciel métier du prestataire, soit par les logiciels de l'agrégateur. Et là, c'est important. On a ces flags, ces alertes
mais on a besoin d'aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, il faut utiliser les logiciels du fabricant qui va vous permettre de faire des choses que vous ne pouvez pas automatiquement avoir des données plus précises et plus détaillées que vous ne pouvez pas avoir automatiquement sur les logiciels des prestataires et des agrégateurs. Alors, bien évidemment, on va vous parler des solutions CFAM. Ici, la première des choses, d'ailleurs, les médecins, chez certains prestataires, parfois, quand on est sur le logiciel de prestataire et on regarde le télésuivi, l'observance des patients sur le logiciel du prestataire, sur certains logiciels, on a la main, on peut cliquer directement et aller directement sur les logiciels des fabricants. Ici, le médecin qui a vu qu'il y a un problème avec un patient, il va cliquer sur CFAM Connect, il va arriver sur la plateforme et il a la liste des patients sur cette plateforme et il va entrer le nom du patient particulier qu'il veut analyser avec un peu plus de détails et il va se retrouver sur une page avec les calendriers de nuit de ce patient particulier. Voilà un exemple ici. Et automatiquement, on voit tout de suite qu'il y a des alertes depuis plusieurs jours chez ces patients avec un IH résiduel très élevé. Et on va aller un peu dans les détails. Et quand on regarde, en fait, ici, quand on regarde le profil d'évolution du traitement, vous voyez ici, on a des événements respiratoires, on a des apnées en bleu, des hypopnées en bleu un peu plus clair, et après on a des apnées en orange. On voit bien qu'il y a des apnées centrales. On voit bien que ce patient a des événements centraux qu'il n'avait pas avant, et d'un seul coup, on a une poussée de ces événements centraux. On regarde un peu quand on parle des événements centraux, on parle bien sûr des apnées centrales et aussi des hypopnées centrales. Et je vais faire un petit rappel sur cette recommandation 21 du consensus français du SAS central qui dit que les appareils de ventilation censurant des événements d'allure centrale et ou le rapport censurant les hypopnées centrales ne doivent pas être utilisés chez les patients avec des événements centraux sur l'enregistrement diagnostic initial. Vous voyez, il est très très important d'utiliser une PPC qui vous permet de détecter ces hypopnées centrales s'il y en a chez ces patients. Effectivement, ici, on n'a que les apnées centrales, mais et quand on regarde les données, les index d'événements détectés, et vous allez voir, en fait, on a sur toute cette période analysée ici, on a un IH résiduel de 7 événements par heure, avec un IH central mais de 4, mais quand on regarde les détails, on n'a pas les hypopnées centrales parce que par défaut, sur CFAM Connect, si c'est configuré comme ça, on ne va pas inclure les hypopnées centrales. Effectivement, si on inclut les événements centraux, les hypopnées centrales, vous voyez ici, on va voir qu'il y avait encore plus d'événements centraux parce qu'il y avait toutes ces hypopnées centrales qui n'ont pas été incluses à la première analyse. Et quand on regarde encore une fois les index, vous allez voir, on a un IH résiduel, il n'est plus à 6,8 comme tout à l'heure, il est plutôt à presque 15 événements par heure, avec quand même une majorité d'événements centraux, avec surtout un index d'hypopnée centrale de 8 événements par heure.
Alors, quand on regarde ça, on s'intéresse surtout, on va aller voir cette période où on a une poussée énorme d'événements centraux. Et je vous rappelle ici, il y avait ce papier qui est plutôt une proposition d'un arbre décisionnel sur le télésuivi des patients traités par PPC, ce papier qui est publié en 2019 ou 2020 avec ce groupe de travail qui propose d'aller toujours regarder sur une période de 7 jours. Il faut que ce télésuivi, il faut que ce soit vraiment très, très rapproché. Et quand on regarde la période que je vous ai choisie tout à l'heure, où on avait une grande poussée d'événements centraux, si on regarde ce qui se passe sur les 7 jours, au lieu de regarder une grande période qui inclut les jours sans événements, sans IH élevé, vous allez voir ici, on est quand même à un IH qui monte jusqu'à 36,5 événements par heure, et surtout que la majorité, encore une fois, c'est des événements centraux avec 15 apnées centrales par heure, presque 17 hypopnées centrales par heure. Vous voyez, c'est très très important d'inclure dans votre analyse les hypopnées centrales. Il faut faire attention parce que c'est des détails que vous ne pouvez pas avoir sur le logiciel de l'agrégateur ni sur le logiciel des prestataires en général. Après, Jean-Louis vous a parlé de cette étude qu'il a fait avec Arnaud Prigent sur l'utilisation de télésuivi pour faire des prédictions, regarder s'il y a des problèmes du SAS central émergent et surtout de détecter la respiration Cheyne-Stokes. Cette étude dans cette étude alerte apnée, une des propositions, c'est de dire si on voit sur le télésuivi qu'il y a un IH central qui est élevé sur les 7 derniers jours, la première chose qu'il faut faire, c'est aller confirmer qu'on a bien des événements centraux. Et ici, pour le faire, on n'a pas le choix. Il faut aller sur CFAM Analyse, récupérer la carte. Le technicien doit vous récupérer la carte pour faire une analyse du débit détaillé avec tous les données achetées en définition. Et là, on voit bien chez ce patient-là, il y a une série d'apnées centrales avec une belle respiration périodique. Je ne peux pas encore dire que c'est du Cheyne-Stokes parce qu'on n'a pas toute la définition, on ne va pas rentrer dans ça, mais on voit bien qu'il y a de la respiration périodique avec des événements centraux. Et une chose aussi qui est très intéressante, pendant qu'on y est, vous voyez ici la pression, la machine détecte des apnées centrales, et bien la pression ne monte pas. Il n'y a pas la machine ne doit pas réagir aux événements centraux, et on voit bien que la machine ne monte pas avec cette détection correcte d'apnée centrale. On voit aussi qu'il y a des hypopnées centrales chez ce patient-là. Et encore une fois, on voit cette rentrée progressive, cette sortie progressive. Et la machine, l'analyse automatique de la machine a détecté des hypopnées centrales. Et encore une fois, la machine ne monte pas en pression en présence de ces événements centraux. Attention, il y a une chose aussi, Jean-Louis vous a parlé de cette autre étude, en fait, c'est un cas clinique publié avec Arnaud Prigent. On parle de cette bouffée ou de montée d'événements centraux. Il faut faire vraiment très attention parce que dans ce cas-là, à la fois, on a aussi des fuites un peu excessives, et il faut faire attention parce que dans ces situations, c'est un patient qui a peut-être une insuffisance cardiaque, le fait qu'on a des fuites, le patient va avoir des micro-éveils, et ces micro-éveils, en fait, ils vont favoriser davantage les événements centraux. Et vous voyez ici, parce que le patient avec ces micro-éveils va avoir des hyperventilations qui vont encore introduire plus d'événements centraux. On le voit ici, le micro-éveil, vous le savez très bien, le micro-éveil pendant les événements centraux, il arrive un peu plus tard, que ce soit sur les hypopnées ou sur les apnées.
faites attention à cette question de fuite aussi qui va favoriser encore plus les événements centraux, surtout chez les patients avec une insuffisance cardiaque. Là, ça nous ramène à cette autre recommandation, qui est la recommandation 2, qui nous dit, si on détecte par le télésuivi les données de machine, si on voit qu'il y a des événements centraux, qu'il y a une caractérisation centrale des événements, il faut la confirmer en faisant un enregistrement polygraphie ou polysomnographie en fonction des patients et en fonction des besoins. Alors, ici, il y a une solution qui est proposée par ces femmes, c'est le Polylink, qui va vous permettre d'avoir une polygraphie intégrée à la NIA. Alors, c'est une simple connexion, c'est un simple enregistrement. On va rajouter ce Polylink qui comporte un capteur de position, un actimètre pour mesurer la position, 2 sangles pour évaluer l'effort respiratoire au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, et un oxymètre. Et toutes ces données de Polylink vont être synchronisées aux données de la PPC par le biais de Bluetooth. Là, c'est pas... Là, on va pas rentrer dans les détails comment on utilise ce système. C'est juste pour vous montrer que cette solution existe. Et ce qui est intéressant avec ça, en fait, quand on fait une polygraphie sous l'ANEA ou sous SBox, c'est que le lancement de l'enregistrement de Polylink, il va être automatique avec la mise en route de la PPC. Et on va aussi récupérer le débit machine avec aussi des informations de détection automatique de l'algorithme de la machine, des détections automatiques des limitations de débit inspiratoire et des renflements. Et vous allez voir, on va l'utiliser plus tard pour faire ce scoring. Alors, on fait un enregistrement, on récupère les données sur la carte et on va aller les analyser sur logiciel CFAM Analyse qui permet d'intégrer les courbes de pression et fuite aussi dans cet enregistrement, permet une visualisation de tous les signaux enregistrés avec un scorage automatique, c'est le scorage ou un scorage manuel des événements respiratoires. Et on va pouvoir éditer un rapport d'une polygraphie sous PPC en utilisant ce système de Polylink. Ça se présente comme ça. Regardez ici, on a du haut en bas, on a la SPO2, on a le photoplethysmogramme de pouls et on a surtout, on a récupéré les données de machine sur le renflement et sur les limitations de débit. On a le débit machine, on a la pression, les fuites, thorax, abdomen, la position et la fréquence cardiaque. Et vous voyez ici, on a une série d'apnées centrales qu'on a scorées manuellement. Ok, ces apnées centrales scorées manuellement. Vous voyez, il y a un débit nul. Et quand on voit l'effort respiratoire, on a un signal de thorax et d'abdomen qui est plat, qui veut dire qu'il n'y a pas d'effort pendant ces apnées. Donc, ces apnées sont des apnées centrales qu'on peut scorer manuellement. Après, pour les hypopnées, de la même façon, on a les mêmes signaux et ici, on a bien une baisse de débit, vous voyez, supérieure à 30% sur chacun de ces événements qui sont des hypopnées centrales. On a une baisse du débit, on a une désaturation qui est associée à chaque hypopnée, à chaque baisse du débit. Donc, ces hypopnées, ils durent plus que 10 secondes et on n'a ni limitation de débit détectée par la machine, ni renflement. Alors, on n'a pas de plateau, pas de renflement. On a cette rentrée aussi progressive dans l'événement et la sortie progressive. Et on n'a pas, sur les sangles, on voit pas un décalage entre le thorax et l'abdomen. Donc, il n'y a pas une augmentation d'effort respiratoire. Il y a bien de l'effort respiratoire parce que c'est des hypopnées, mais il n'y a pas d'augmentation d'effort respiratoire. Donc, ces événements sont plutôt des hypopnées centrales.
On va revenir on va étaler un peu, aller regarder plus chez ce patient. Et on voit ici, dans cet exemple, on a encore une fois cette bouffée d'événements centraux. Elle réapparaît plusieurs fois, 4 fois ici, entre le 15 juin et le 21 octobre. Et comme les exemples qu'il vous a montré Jean-Louis tout à l'heure, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une exacerbation d'insuffisance cardiaque ou peut-être même rénale. Ça peut être une prise d'opiacés qui est pour gérer des douleurs post-chirurgie. Sauf que là, il y a 4 fois, alors ici, c'est 2 fois, c'est 2 genoux. Je ne sais pas si le patient s'est réopéré encore des 2 genoux 2 fois de plus, mais ça peut aussi être une question de gestion d'insomnie chez ce patient. Ce patient, on suppose que là, c'est des insomnies qui étaient peut-être responsables de ça. Et comme vous l'a montré tout à l'heure Jean-Louis, cette étude de Jean-Paul Janssens 2019 qui montre que l'aggravation transitoire de l'insomnie génère chez certains patients, pas chez tout le monde, des événements centraux et un mauvais contrôle du SAS sous PPC. Alors, chez ce type de patient, il y a, Jean-Louis vous a parlé de la possibilité d'utiliser des objets connectés pour avoir un peu plus d'informations et faire plutôt une prise en charge personnalisée en utilisant une combinaison entre les données des objets connectés et les données de télésuivi de la PPC. Il y a une solution chez ces femmes qui va vous permettre de mesurer soit de l'actimétrie, soit gérer un tensiomètre, faire des mesures de tensiomètre ou de l'UPOIS par une balance. Avec cette application, c'est l'application CFAM Access, on peut utiliser ces capteurs connectés qui sont proposés comme solution par ces femmes, mais si le patient a déjà des capteurs et il fait des mesures, par exemple, de tensiomètre qu'il a déjà, il peut juste rentrer, il a la possibilité sur l'application de juste rentrer les données mesurées tous les jours. C'est pas une formation sur CFAM Access, on aura l'occasion de faire un webinaire sur les solutions, mais c'est important de savoir que de telles solutions existent et l'application va synchroniser les données de ces objets connectés avec les données de la machine via CFAM Connect. On va pouvoir récupérer à la fois les données de la machine et les données de santé pour une prise en charge personnalisée du patient pour avoir à la fin des données longitudinales, multidimensionnelles. On peut mesurer le poids ou la tension ou la fréquence cardiaque comme vous voulez pendant une longue durée avec des données synchronisées avec la PPC. Alors quand on retourne sur CFAM Connect, on voit bien par exemple ici, on a tous ces patients, on voit sur cette colonne qu'ils ont tous des objets connectés. Et on peut aller voir qu'est-ce qu'on peut mesurer. Ça se présente comme ça. Chez ce patient par exemple, on a mis une montre avec un actimètre pour mesurer l'activité de ce patient et ça va, vous savez très bien que l'actimétrie est bien utilisée pour évaluer si le patient dort ou pas et ça donne des bons résultats. Sur la littérature, il y a pas mal d'études sur l'utilisation d'actimétrie pour évaluer surtout si l'état de veille du patient. Après, on peut aussi faire des mesures de tension, de rythme cardiaque, remonter ça sur CFAM Connect. On peut avoir chez certains patients toutes ces mesures, la tension artérielle, le rythme cardiaque, l'actimétrie et même le poids en même temps. Attention, ça reste le patient, ça rentre aussi dans
dans la médecine participative, on fait participer le patient à son traitement. Donc, le patient doit être actif et attention, on peut avoir des situations où le patient peut arrêter d'utiliser un de ces capteurs. Le patient reste vraiment très important dans cette prise en charge. On passe, j'ai fini là. Jean-Louis, tu peux commenter sur les take-home messages si tu veux. Oui, on peut les redire ensemble. En fait, je considère, mais je suis pas le seul, vous avez vu les recommandations de la SFRMS, l'avis de nombreuses personnes, c'est que le télésuivi des patients par PPC devrait être utilisé de manière systématique dans la consultation. Ça ne fait pas perdre de temps, ça rend la consultation plus intéressante et c'est un moment de discussion avec les patients. Le télésuivi multidimensionnel PPC objet connecté, c'est très intéressant et c'est de l'avenir parce que quand on a un patient qui a des complications cardiovasculaires ou métaboliques, avoir des données sur sa pression artérielle, sur l'évolution de son poids, sur l'évolution de ses symptômes avec l'application, c'est aussi tout à fait passionnant. Si le patient il vous ramène 140 mesures de pression artérielle, ça a plus de valeur que ce que vous mesurez en situation de stress à la consultation. La détection d'événements cardiovasculaires précoces, c'est aussi très gratifiant pour les patients qui vont vous remercier pour ça. L'objectif, c'est pas qu'ils vous remercient, c'est surtout qu'ils soient bien pris en charge. Et il faut choisir une PPC qui est adaptée. Si vous avez un patient qui a beaucoup d'événements centraux déjà au diagnostic, il vaut mieux le traiter avec une machine qui détecte les événements centraux résiduels. Si vous avez un patient qui a beaucoup de comorbidités cardiovasculaires, c'est la même chose. Donc la prescription d'un PPC doit aussi être personnalisée. Si je peux rajouter, Jean-Louis, il y a une chose aussi très très importante avec ces données qu'on remonte, c'est que on peut faire des analyses qui vont nous permettre de faire pas seulement de faire des prédictions et de mieux gérer les patients et d'éviter si on arrive à archiver, à bien analyser ces données, on peut savoir le type de masse qui pose des problèmes, chez quel patient, quand est-ce qu'il faut changer le masque, et on peut faire beaucoup de prédictions de ce qu'il va y avoir comme problème chez le patient. Et si on arrive à voir des algorithmes qui font ces prédictions, on va mieux gérer les patients et surtout on va améliorer sans doute l'adhésion au traitement. On va passer, on avait mis des questions, je ne sais pas si c'était sur des réseaux sociaux. On va juste commencer par répondre à ces questions d'abord. En attendant, d'ailleurs, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, on a des questions, hein. C'est bien. Et il y a pas mal de questions dans le chat qui est bien aussi. Elles sont pas. Il y a deux grands types de questions. J'ai commencé à regarder un peu pendant que tu parlais. Il y a des questions techniques sur CFAM Access, sur tout ça. Oui, ça, c'est pas... J'ai vu ça, mais ça, c'est... Et puis, il y a beaucoup d'autres questions sur les masques, etc. Donc, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. On va juste commencer par réponse à ces questions qu'on avait déjà posées avant. Alors, vite fait, comment peut-on expliquer l'augmentation de l'IH chez ce patient? Eh bien, ça peut être plusieurs choses. Vous n'avez pas assez d'informations. On voit bien qu'il y a une augmentation ici, on voit bien qu'il y a des événements centraux, mais ça peut être plusieurs choses, d'où l'intérêt d'aller un peu plus loin. C'était tout ça, toutes ces questions, c'était à peu près pour vous sensibiliser à ça. On a besoin toujours d'aller plus loin pour avoir plus d'informations. Et malgré toutes ces données que vous pouvez avoir, l'information la plus importante qui reste à la fin, c'est l'information apportée par le patient.
Il y avait la question du patient qui s'est fait opérer ou le patient qui dort pas, qui a des insomnies, et ça, c'est très important de garder ça en tête. La deuxième question, je te laisse commenter si tu veux, Jean-Louis. Vous savez, c'est un patient qui a du mal à garder la machine, il la met, il enlève le masque, il le met, il enlève le masque. Et ça, c'est un comportement typique d'un comisa. Un patient qui a des insomnies, et surtout au début, il va enlever le masque plusieurs fois. Et là, je fais un commentaire qui revient à une de mes premières diapositives qui pouvait vous paraître un peu théorique. Si le prestataire, sur sa plateforme, vous regroupe, ce qui est très souvent le cas, toutes les sessions de PPC et vous donne un nombre global, il n'a pas une mauvaise observance, ce patient. Il n'a pas une mauvaise observance, on ne le voit pas. On ne le voit pas, tout ça, en fait. C'est pour ça que quand vous ne comprenez pas, il faut regarder les données et du prestataire et du fabricant et bien sûr discuter avec le patient. On voit que ça, c'est un patient très volontaire, mais peut-être que si on ne règle pas son problème d'insomnie en même temps, au bout d'un moment, il va se fatiguer d'être volontaire et il va arrêter son traitement. Donc là, on voit les siestes, on voit tout un tas de choses. Et si on vous sort juste 8 heures par nuit avec une barre verticale où il n'y a pas les différentes sessions de traitement, on ne comprend rien à ce cas clinique. Et en plus, là, on voit bien qu'il y a d'autres problèmes chez les patients parce que parfois, il va au lit à 21h, il dort jusqu'à midi et ainsi de suite. Et surtout, il a pas mal d'événements résiduels aussi. Tout l'intérêt d'aller toujours plus loin. Et la troisième question. Oui, on peut peut-être attaquer quelques questions parce qu'il y en a quand même pas mal. Juste une dernière ici sur les fuites. Alors, ce patient, il fait énormément de fuites. On regarde, quand on a des fuites comme ça, on regarde rien d'autre. Ok? L'IAH, l'évaluation des IAH n'est plus fiable. Il faut tout d'abord régler la question des fuites avant d'aller essayer de régler autre chose. On passe aux questions. Vite fait. Si on prend dans l'ordre, donc Kevin Bourdin, lors du passage à domicile, a su une bonne méthode de lire les données détaillées. Je pense que les données détaillées à domicile, c'est peut-être un peu trop long, mais si vous commencez par regarder l'index d'événements résiduels et si vous avez la chance d'avoir l'information qu'il est de manière centrale prédominante, alors chez quelques patients, oui, il faut aller voir ce que vous a montré Kébir. Est-ce qu'il y a du shade stocks? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses? Faut-il proposer obligatoirement une mentonnière en cas de fuite? Là, il y a des réponses individuelles, en fait. Il faut savoir qu'il y a une éducation. Il y avait une autre question sur la respiration buccale. Le masque facial, c'est pas souvent la bonne réponse. Il faut plusieurs semaines et parfois plusieurs mois pour que les patients se remettent à respirer par le nez. Moi, je ne suis pas fanatique de la mentonnière. Je propose souvent d'insister un peu avec le masque nasal. Et souvent, progressivement, il y a quand même une forme de rééducation de la ventilation nasale, sauf effectivement s'il y a un nez qui est complètement cassé. La question d'après, c'est est-ce que... Juste une seconde, un commentaire sur ça. S'il vous plaît, faites attention, si jamais vous êtes obligé de passer d'un masque nasal à un masque bucco-nasal, il faut absolument revoir les pressions parce qu'on a besoin de plus de pression avec un masque bucco-nasal qu'avec un masque nasal. Et si on change pas de pression, vous allez vous retrouver avec des événements résiduels aussi. Je peux répondre à ces femmes device, quelqu'un en anglais a passé les questions. Alors, yes, ces femmes detect inspiratory flow limitation. We don't detect RERAS because if we want to detect RERAS, we need to have EEG. I remind you that RERA is respiratory
event related to arousal. Okay, so without detecting arousal, we can pretend to detect RARAS, but it's not reliable. The detection will never be reliable. So yes, flow limitation, no RARAS. Vas-y pour l'autre. Ça, tu as répondu déjà pour respiration buccale. Oui, c'est ça, il ne faut pas forcément passer en pression fixe, hein. Il faut gérer le bon choix du masque, attendre la rééducation en fait. Est-ce que ces femmes Connect est disponible en Afrique? Ça, c'est des questions particulières, je répondrai plus tard. Alors, ces femmes caractérisent les hypopnées centrales obstructives, comment les interpréter comme centraux chez les autres fabricants? En pratique, alors il y a des fabricants qui détectent mais qui ne présentent pas les hypopnées centrales dans les résultats. En pratique, on ne peut pas les interpréter si on n'a pas la réponse, en fait, hein. Donc, soit vous utilisez pour des patients particuliers des machines CFAM, comme on l'a dit. Ce qui compte, c'est de bien connaître les potentiels des machines qu'on utilise. Et après, s'il y a besoin de faire une polygraphie, mais encore une fois, quand le risque d'événements centraux est important, c'est mieux d'utiliser des machines qui détectent des événements centraux. Et d'ailleurs, c'est une recommandation déjà sur le SAS central d'utiliser une machine qui les détecte déjà, qui reporte ça. Ne pas superposer les sangles sur l'enregistrement polygraphique ne nous prive pas d'un bon signal d'effort. Je ne suis pas sûr si je comprends la question. Tu as compris? Je pense que tu l'as dit, on peut rajouter des sangles avec Polylink en fait, hein. Alors oui, quand on n'a que CFAM Access, on n'a que le signal de débit. Je pense que c'est ça la question. Mais quand on a vraiment, je pas compris. Quand on a vraiment une respiration périodique, en fait, on est quand même très en faveur de phénomènes centraux avec pas de limitation de débit, hein. Non. Là encore, ne parlez pas, ça c'est technique sur, ne parliez-vous pas plutôt de l'application CFAM Access Lite? Oui, c'est ça, CFAM Access Lite. Ok. La question suivante, Jean-Louis, si tu veux. Pour un patient souffrant d'insomnie en cas d'arrêt respiratoire répété éveillé de plus de 10 secondes, n'est-il pas caractérisé comme central? On peut avoir quelques événements centraux à l'éveil, mais ce n'est pas ça qui donne un index d'événements résiduels élevé. Et en tout cas, ça permet de prendre conscience qu'il y a un problème d'insomnie. Ça, ce n'est pas une vraie limitation, hein, je pense. Et à l'éveil, ils sont en général très très courts. Ça ne dépasse pas les 10 secondes en général, hein. Existe-t-il des études concernant l'observance et le type de PPC fournisseur déposé? Autrement, y a-t-il une PPC? En fait, il y a extrêmement peu d'études sur l'observance qui comparent les marques de machines. Et il faut bien sortir aussi de l'idée que le mode autopiloté assure une meilleure observance. Il y a des méta-analyses dans les très grandes études. Il y a une revue Cochrane. Il y a une toute petite augmentation de l'observance en autopiloté, mais elle est très faible et elle n'est pas significative. La réponse à la mauvaise observance, ce n'est pas l'autopiloté, c'est de comprendre ce qui se passe avec les patients, ils ont des problèmes socio-économiques, ils n'ont pas compris pourquoi on les traite, ils n'ont pas de symptômes, ils ont un index résiduel élevé. L'autopiloté n'est pas du tout la solution miracle. Il y a un papier qui vient d'être publié sur l'accord des Pays de la Loire, en fait 2 papiers qui montrent que un des problèmes majeurs de l'adhésion au traitement, c'est surtout comportemental. Les patients qui ne sont pas adhérents à la PPC, quand vous regardez leur observance de traitement médicamenteux, ils ne sont pas adhérents non plus. Alors oui, la technologie nous aide à aider certains patients, mais vous aurez toujours les 15-20% qui ont du mal pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément liées à la PPC ni aux algorithmes utilisés.
Ah, ça, c'est pour toi, Jean-Louis. Avec l'arrivée de l'IA logicielle, le métier technicien respiratoire est-il en danger? Moi, je dis non. Moi, je dis non aussi. Il va changer par contre. Et il y avait une autre question dans le chat, je crois, du docteur Barouin sur est-ce qu'on va arriver à prédire le risque? Oui, avec l'IA, on va dire que ce patient-là, comme je vous l'ai montré, avec le profil qu'il a, il est très à risque de développer du central ou d'être inobservant. Donc, en fait, au lieu de faire des visites complètement parfois inutiles, on aura une meilleure, ce qu'on appelle allocation de ressources. On fera plus de visites chez des patients qui ont été identifiés par l'IA, mais ça ne va pas supprimer le métier de technicien. Non. En plus, le métier de technicien, c'est aussi de s'occuper des patients à domicile. L'IA ne va pas faire ça. Mais ça va peut-être améliorer le métier du technicien plus qu'autre chose. Alors, il y a une question, comment avoir accès à la plateforme? Il faut que le médecin demande, je ne sais pas, aux prestataires et aux fabricants d'avoir un compte sur la plateforme pour qu'ils puissent avoir accès aux données de ces patients. Les médecins devraient avoir la possibilité de voir tous leurs patients directement sur la plateforme du fabricant. Alors, une question très importante de Rudy Sonigo. Oui, 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 les applications fabricants ou PSAD, moi personnellement, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est avoir le ressenti des patients et l'avoir de manière longitudinale, une fois par semaine, par exemple. C'est beaucoup mieux que le questionnaire qu'on fait faire une fois par an. Et on va découvrir dans les années qui viennent que c'est lié à l'observance, que ça permettra de montrer au patient que quand il est plus observant, il a moins de symptômes, quand il a des annexes résiduelles élevées, il a plus de symptômes, etc. Donc oui, c'est très intéressant ces solutions. En tant que patient, comment peut-on avoir accès en détail à ces données? Eh bien, les données appartiennent d'abord au patient, n'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, je rappelle que la loi impose aux prestataires de donner un accès aux patients à ces données. Alors en pratique, c'est rarement fait, mais vous pouvez tout à fait le demander à votre prestataire de soins à domicile. J'ai perdu un peu. Alors, est-ce que le temps de cycle du chain stock est utile à mesurer? C'est une question très pointue mais très intéressante parce qu'on a montré avec Arnaud Prigent, c'est un papier qui est publié mais qui est resté assez confidentiel malheureusement parce que je le trouve intéressant. Sans vouloir compliquer les choses, comme vous l'a dit Kébir, la respiration périodique, ça peut aussi être déclenché par des fuites ou par un éveil après une apnée obstructive avec de l'instabilité de la ventilation. Et dans ce cas-là, le temps de cycle est beaucoup plus court et beaucoup moins régulier que dans l'insuffisance cardiaque. Donc, l'allure du temps de cycle, ça vous oriente vers la cause de la respiration périodique. Donc, oui, c'est intéressant. Une autre question sur l'intelligence artificielle et télésuivi. Oui, l'intelligence artificielle, elle arrive et ça va nous permettre surtout de faire des prédictions de l'évolution du traitement sans aucun doute et de prédire si le patient va être adhérent, si le patient est en train de développer d'autres choses. Je vous rappelle que le SAS est une maladie qui est associée à beaucoup de comorbidités et il est important aujourd'hui, et ça c'est aussi pour le prestataire, il est important qu'on puisse, avec ce télésuivi, qu'on puisse avoir la possibilité de faire une prise en charge globale et personnalisée des patients. À quand les données détaillées, complètes sur le télésuivi? Il suffit de les regarder, en fait. Il faut que vous les demandiez, en fait. Parce qu'elles existent déjà en grande partie, en fait. Hein. Oui, Jean-Luc, je pense que la question, c'est d'avoir les courbes de débit, pression, cycle par cycle. Ça viendra, ça viendra. Le problème avec ça, c'est aujourd'hui, on peut le faire, c'est quand on télécharge, c'est énorme. Les données prennent énormément de place et le stockage est très compliqué.
est très lourd, mais ça viendra avec les technologies, c'est sûr, et on n'aura plus besoin que des applications cloud. Damien Moreau. Alors, une question qui est très importante en pratique, c'est que beaucoup de prestataires, je pense que vous êtes un personnel de prestataires, se plaignent que les médecins ne s'intéressent pas à ce dont on a parlé ce soir. Ils ont tort et souvent, quand vous leur remontez des informations, ils ne les regardent pas. Il y a tout un travail de conviction et d'éducation à faire. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. Vous pourrez aussi le rediffuser. Il faut être militant pour cette affaire-là. Mais on comprend très bien votre difficulté de ne pas être écouté par les médecins parce qu'on sait que c'est le cas. Les prestataires avec lesquels je travaille, ils me disent on est désespérés, personne ne regarde les plateformes de télésuivi. Enfin, personne, 5%, 10% des médecins. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. On va sauter un petit peu. Que pouvons-nous faire pour aider le patient en tant que prestataire s'il y a des problèmes d'insomnie? Alors, ça, c'est des questions. En tant que prestataire, vous pouvez décider au moins déjà si vous faites remonter au médecin le fait que vous pensez qu'une grande partie de l'inobservance est due à une insomnie, déjà, vous rendrez service au patient et au médecin parce que c'est très souvent non diagnostiqué et sous-estimé. Ensuite, on peut faire de la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a des nouveaux médicaments de l'insomnie qui sortent. Donc, la première chose, c'est d'identifier le problème. Et après, le médecin, c'est à lui de proposer soit une thérapie cognitivo-comportementale, soit il y a le daridorexant, maintenant qu'il y a un nouveau médicament de l'insomnie. Il y a des papiers qui commencent à sortir. Peut-être que ces patients, il faut les traiter par TCC ou par un médicament dans le mois qui précède le démarrage de la PPC. Mais c'est des nouveaux parcours de soins à organiser. Et c'est important aussi d'avoir un moyen pour faire le monitoring de l'insomnie en même temps que la PPC, je pense. Une question, que proposez-vous comme appareillage pour le patient qui souffre de respiration de chain-stop, mais occasionnelle, pas tous les nuits? Ça dépend de la proportion. S'il a un tout petit peu de chain stocks, très rarement parce qu'il y a des fuites, il faut le laisser sous PPC plutôt à pression fixe. Après, il faut surtout trouver la cause de ce chain stocks. Si c'est une maladie cardiovasculaire stable avec une fraction d'éjection préservée, on peut discuter d'une ventilation auto-asservie, mais c'est tout le contexte du patient qui est à considérer. Je crois qu'on a fini les questions, là. Juste une dernière question, je vais la répondre tout de suite. La lecture des données de la carte NEA est-elle compatible avec CFAM Analyse 3.2? La réponse est non. Il faut avoir la nouvelle version de CFAM Analyse qui est 4.2, je pense, aujourd'hui. OK. Eh bien, merci Jean-Louis. Merci à tout le monde. On a dépassé. On a dépassé, il y avait quelques questions dans le chat, mais on répondra peut-être. Je n'ai pas vu, les gens, on n'avait pas bien compris. Tu veux qu'on regarde vite fait s'il y a une question importante et on arrête? Il y a une question de Franck Rivet. Quelle préconisation de réglage doit-on faire sur des patients en hypopnée centrale? Il faut mettre à pression fixe et réduire un peu la pression. Et si ça ne s'améliore pas, surtout pas auto-PPC, si ça ne s'améliore pas, il faut passer à une ventilation auto-asservie. Voilà, je pense que le reste, on l'a déjà pas mal abordé. J'espère que Franck, on a bien répondu à ta question. Hein. Franck, il est bien pointu. Très bien. Bon, merci Jean-Louis, merci à tout le monde. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera début novembre. On va vous communiquer ça très bientôt. Merci à tout le monde et à bientôt. Salut Jean-Louis.